Dans cette vidéo, je vous présente une deuxième partie de du résumé de mes notes de cours concernant le chapitre 2. Donc le chapitre qui met en relation position, déplacement, vitesse et accélération à une dimension, donc qui parle de la cinématique, pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré, dans les livres de physique plus récents, on va souvent juste mentionner mouvement uniformément accéléré. On va enlever le rectiligne. Anciennement, on écrivait rectiligne, mais dans le fond, les équations s'appliquent même si on n'est pas sur une ligne droite. On va souvent appeler ça soit juste le MUA, les trois lettres des mots principaux, ou anciennement le MRUA. Le plus important, c'est de bien réaliser que cela s'applique à des mouvements dont l'accélération est constante. Donc, l'accélération est la même pour tout le mouvement. Pour ceux qui suivent le cours de physique avec le livre de Séguin, cela correspond à la section 1.6 de Séguin. Si c'est le cas, je vous invite à ouvrir votre livre de Séguin à la page 63 pour comparer l'aperçu du chapitre avec l'aperçu de la section avec ce que j'ai mis dans mon résumé. Attention, il semble y avoir beaucoup de choses dans mon résumé pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Il n'y en a pas tant que ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Remarque, c'est la partie la plus importante pour la cinématique, le mouvement uniformément accéléré, les équations qu'on retrouve ici. Fondamentalement, on serait quasiment capable toujours de déduire ce qu'il y a dans les autres parties de la cinématique, les chapitres 1 à 6, à partir de ces équations-là. Exemple, tout ce qu'on a vu dans le chapitre 1, c'est pratiquement les mêmes équations qu'ici, mais au lieu que A soit une valeur constante, A est égal à 0, fait qu'il disparaît beaucoup des équations. On va voir que pour la chute libre, on remplace le x par du y. Pour en deux dimensions, on prend ces équations-là en x puis en y, etc. Fait qu'on est toujours capable de revenir sur ces équations-là. Il y a plusieurs livres de Séguin qui vont vous parler de trois équations de base de cinématique du MUA. Moi, je vais vous parler de 5 équations de base, comme certains livres de physique. Donc, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais il a l'air d'avoir 13 équations différentes ici. Elles sont regroupées en 5. Pour moi, ici, l'équation qu'on a pour la position ou le déplacement, c'est la même équation. Il est écrit la même chose sur la deuxième ligne. C'est juste que le x initial a été renvoyé de ce côté-ci. C'est devenu x final moins x initial. Puis x final moins x initial, c'est delta x. Fait que les deux formes sont dans mon résumé. Ça permet de démarrer un problème avec soit une ligne, soit l'autre, celle qui me permet d'avoir une résolution la plus simple possible. Pourquoi il y a des livres qui parlent même de 2 équations de base, de 3 équations de base ou de 5 équations de base? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un MUA, il y a 5 paramètres importants. Il y a qui sont dans les petites parenthèses qu'il y a ici. Ils apparaissent aussi partout dans les équations, mais il y a la vitesse finale qui est importante, le déplacement delta x qui est important, l'intervalle de temps delta t, 4e paramètre, l'accélération, puis 5e paramètre, vitesse initiale. Fondamentalement, pour ces 5 paramètres-là, il y a 2 équations de base qui décrivent le mouvement uniformément accéléré. C'est l'équation pour la position, parce qu'on a observé, quand les physiciens ont étudié les MUA, ils se sont aperçus que la position se comportait comme une parabole. Donc ici, c'est l'équation de base d'une parabole jusqu'à une équation en quadratique du second degré. Donc c'est l'équation de base d'une parabole. Et pour la vitesse, parce qu'on observait aussi la vitesse, le comportement de la vitesse pour un MUA, on s'est aperçu que c'était l'équation d'une droite. Okay? Donc, 2 lois fondamentales qui impliquent les 5 paramètres qui apparaissent pas tous en même temps. Et si jamais je ne m'intéresse pas au delta t, je peux combiner ces 2 lois-là fondamentales puis tomber sur la troisième. Donc, c'est pour ça qu'en parenthèse, ici, je mettais que le delta t n'est plus considéré, il a été éliminé. Donc, c'est pas une nouvelle équation, c'est rien qu'à partir de ces 2 équations-là, je fais du traitement mathématique, j'élimine le delta t, je tombe sur cette troisième loi-là. Vous allez voir, il y a toujours un paramètre qui n'apparaît pas. Dans la première série, la vitesse finale n'était pas considérée. Dans la deuxième série, le delta x n'était pas considéré. La troisième série, là, il y a un petit théorème de la vitesse moyenne que je vais vous parler en classe. Donc, ça, c'est un petit cas d'exception. C'est peut-être la 6e équation de base, si on veut. Puis, il y a des physiciens qui ont étudié ça. Je vous ferai un petit commentaire là-dessus. Mais il reste que cette fois-ci, c'est l'accélération qui est disparue. Fait que c'est mes 2 équations de base que j'ai fait une simplification pour faire disparaître le A. Donc, on peut calculer ma position finale à partir de la position initiale en connaissant soit la vitesse initiale et la vitesse finale. Et il y a une combinaison
qu'on a déjà vu, l'équation d'un trapèze, si on veut. La vitesse moyenne, c'est la vitesse que j'avais au début d'intervalle, plus la vitesse que j'avais à la fin de l'intervalle, puis je fais la moyenne de ces deux vitesses-là. Donc ça, c'est ma quatrième série d'équations. Encore une fois, il y a des delta x qui ont été regroupés des fois, fait que ça dédouble les équations. Et finalement, la cinquième grande équation, cette fois-ci, c'est quand la vitesse initiale n'est pas considérée ou pas connue, mais qu'on m'a donné plutôt la vitesse finale. Donc c'est très similaire à l'équation qu'on a en haut, sauf que je travaille avec la vitesse finale, puis ça change le signe à la fin. Okay. Donc pour moi, il y a 5 équations de base. Premier carreau jaune, deuxième, troisième, quatrième, plus, je dirais, là, le grand carreau jaune qui est ici, les 5 équations de base de MUA, plus le théorème de la moyenne là, qui est en lien quand même avec cette série-là. Attention, dans des cours de physique au secondaire ou d'autres cours de physique, vous avez peut-être vu des versions simplifiées de toutes ces lois-là. Ici, ils sont généralisées au maximum pour couvrir toutes les situations possibles. C'est sûr que quand on étudie une situation en particulière, exemple de toujours avancer sur l'axe des X, ben, on peut simplifier l'équation puis qu'elle nous apparaisse plus simple. Là, on vous la présente vraiment dans la forme la plus générale possible pour qu'elle s'applique à toutes les situations. Donc, avancer, reculer, accélérer, décélérer, etc. Je vous rappelle que quand il apparaît selon X, c'est qu'il va falloir éventuellement remplacer ces choses-là avec une valeur, mais une valeur qui possède un signe. Même si au départ, j'ai présenté juste le module, il va falloir que j'étudie la situation pour savoir si ce module-là, je lui mets le signe plus ou moins quand je le mets dans l'équation de physique. On va faire très bientôt des exemples, puis vous allez faire des exercices. Je dirais que pour les mouvements uniformément accélérés, la game, excusez le terme, la partie, la solution se joue, la stratégie pour résoudre le problème se joue en identifiant bien nos données, qu'est-ce qui est connu, puis qu'est-ce qu'on recherche, puis en trouvant l'équation qui me rend la vie la plus simple avec ce qui est connu, puis ce que je recherche. Vous allez voir, souvent, je laisse tomber la première pour éviter d'être dans le carré, parce que ça nous amène à résoudre des quadratiques. Là. Si je vous dis moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac par 2, ben, si j'ai les mathématiques à faire avec cette série-là, ben, ça arrive souvent d'arriver, si j'ai utilisé cette équation-là, de faire face à la quadratique. C'est sûr que maintenant que j'utilise la calculatrice, la quadratique me dérange beaucoup moins qu'avant. On va voir également que la troisième équation, là, elle est utilisée souvent parce qu'elle fait justement disparaître le delta t. C'est comme une équation passe-partout qui nous simplifie beaucoup la vie. Attention, il y a deux versions encore une fois ici. Une où ce que le x apparaît. Évidemment, ça veut dire valeur avec signe, mais quand on met un signe au carré, même si ça serait un signe moins mis au carré, ça ne change rien. Fait que de prendre le module ou de prendre la valeur avec signe, ça n'a comme pas d'importance. C'est pour ça que je l'ai écrit une deuxième fois sans mettre le x. Fait que quand on peut s'en passer, ça nous fait quelque chose de moins écrit dans l'équation. Donc, la plupart du temps, là, en une dimension, je vais utiliser ça. Il reste que des fois, je vais faire des problèmes en 2 dimensions, 3 dimensions, ce qui n'est pas le cas dans le chapitre 2. Mais dans les autres chapitres, on va faire des problèmes en 2 et en 3 dimensions. Donc, il est possible que j'aie besoin de garder quand même mon signe, là, parce que je vais avoir décomposé le problème en x, y, z. Donc, ça, elle est en forme plus générale, puis ça, c'est vraiment si j'ai un problème en une seule dimension. Un mot final pour ceux qui suivent le livre qui suivent le cours avec le livre de Séguin, ou pour n'importe qui ouvre d'autres livres de physique. Souvent, on va voir que les physiciens présentent cet exemple, la première formule qui est en haut, sous la forme plutôt d'écrire x final est égal à x initial, puis v initial, ils vont appeler ça x0 est égal à x, tout simplement ici. Puis le initial, ils vont le remplacer par x0. Puis le v initial, ils vont appeler ça v0 selon x. Donc, à toutes les fois qu'il y a l'initial d'une formule, ils vont écrire 0, puis quand il y a final, ils vont écrire tout simplement x, puis ici, tout simplement vx, ils vont enlever le final. C'est une forme que je n'aime pas et que je n'accepte pas dans mes cours à moi. Avec d'autres profs de physique, même au cégep de Jonquière, il y a d'autres profs qui vont préférer qu'on écrive x puis x0. Dans le cadre de mon cours, je préfère qu'on écrive final puis initial. Je trouve que c'est plus complet puis ça parle plus parce que des fois, le x initial, ça ne sera pas x0. Ça peut être mon deuxième point de ma situation. Donc, ça pourrait être x2 puis le x final, c'est x4. Fait que j'aime mieux la présenter sous cette forme-là puis que moi, après ça, je remplace x final, x initial par les bons x.